Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Des rassemblements sont organisés aux quatre coins du globe. Au Maroc, cette journée est un moment de réflexion sur l'action menée contre toutes les formes de violence visant les femmes. Le mouvement de contestation se poursuit au Liban. Les manifestants se rassemblent depuis 40 jours pour dénoncer la classe politique. Dans la capitale Beyrouth, des contestataires ont été attaqués par des partisans des partis chiites, Hezbollah et Amal. La mobilisation se poursuit face à la vague de froid. Un dispositif est mis en place par le ministère de l'Intérieur dans les provinces touchées par la forte baisse des températures. Exemple dans cette édition dans la région de l'Haouz. De la fusion musicale à la fin de ce journal, les Bahrainis du groupe Majaz se sont retrouvés sur la scène de Visa for Music à Rabat pour la soirée de clôture de ce festival dédié aux musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une mobilisation mondiale. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est célébrée à travers le globe et 2M soutient la campagne mondiale contre les violences faites aux femmes. Nous portons ainsi cette écharpe orange en signe de solidarité envers cette cause. Au Maroc, cette journée est un moment de réflexion sur l'action menée pour lutter contre ce fléau. Selon le Haut Commissariat au Plan, plus de 54% des Marocaines ont déjà subi des violences. Reportage Jalil Ben Ftan, Ardouane Bouarouk et Hicham Sunni, le récit est de Amina Ben Khalq. Un pourcentage alarmant révélé il y a quelques mois par le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'égalité et de la famille. En 2018, 54,4% des Marocaines ont subi l'une de ces différentes formes de violence, un chiffre qui scandalise la rue casablancaise. C'est inadmissible de voir que des hommes ont recours à la violence au lieu de communiquer avec leurs épouses. Il n'y a aucun prétexte pouvant justifier ce genre de comportement. Il peut y avoir des disputes et des échanges tendus, mais il ne faut pas que cela se transforme en violence. J'espère que cette violence disparaîtra grâce aux générations montantes. Il faut mettre un terme à cela. C'est dans cette optique que la loi 103/13 a été mise en place en février 2018. Mais si ce texte renforce l'arsenal juridique pour la défense des droits des femmes, il reste insuffisant et ne protège pas de manière efficace la victime. C'est en tout cas l'avis de plusieurs associations. En ce contexte marqué par la réforme du code pénal, nous espérons que les politiques feront en sorte de rectifier le tir pour mettre en place ce qui manque dans la loi 103/13. L'objectif est de protéger comme il faut les femmes et de mettre en place des mécanismes adéquats. Nous voulons éradiquer ces violences encore trop récurrentes et cela nécessite une vraie volonté politique et un dialogue avec la société civile qui peut contribuer à changer la donne sur le terrain. Pour ces associations, la solution passe par le dialogue, mais également par la sensibilisation. C'est dans cet esprit que le Maroc s'inscrit dans la campagne mondiale des 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Et pour en parler, nous recevons Rizlan Ben Achir, vice-présidente de l'association Jossour, Forum des femmes marocaines. Rizlan Ben Achir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. Il y a près d'un an, la loi 103/13 contre les violences faites aux femmes est entrée en vigueur. Quel premier bilan peut-on en faire? Je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui de parler de bilan. Justement, la loi, son existence est de 1 année et je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour en parler. Par contre, comme nous l'avons vu dans le reportage et par rapport à ce qui a été dit par mes amies militantes, il y a beaucoup de lacunes dans cette loi, malheureusement. Et nous souhaitons justement, avec la réforme du code pénal aujourd'hui qui est au Parlement et qui doit être revisité et refait, nous souhaitons justement que ces lacunes que connaît cette loi puissent être rattrapées. Notamment, il y en a plusieurs, c'est des mesures d'application qui sont très difficiles à appliquer. La victime violentée doit absolument apporter des preuves et avoir des témoins, ce qui est très difficile dans notre société. Il y a aussi le viol conjugal qui n'est pas considéré dans cette loi et n'est pas pris en compte dans cette loi. Il y a aussi le désistement. La loi autorise le désistement de la femme. Et donc, ce qui fait que toutes les procédures qui vont être déclenchées au moment de la plainte
vont s'arrêter parce qu'il y a le désistement de la femme. Et ça, c'est un problème majeur parce que vous connaissez la société marocaine, il y a des pressions familiales, il y a des pressions de la société qui font que très souvent, la femme, même quand elle franchit le pas et quand elle va porter plainte, il y a cette pression, donc elle se désiste, tout s'arrête. Ce qui fait que même le travail de la police, par exemple, ou l'enquête judiciaire, tout s'arrête. Et c'est vraiment un vrai problème. Il y a aussi tout ce qui... il y a un point qui est positif, qui est pris en charge par la loi, prévu par la loi, qui sont les injonctions restrictives. Ces injonctions restrictives existent quand il y a... mais elles n'existent que dans le cas où il y a un jugement, mais en même temps, s'il y a désistement de la femme, de la victime, ces injonctions restrictives s'arrêtent. Donc il n'y a pas de protection de la femme, il y a aussi tout le volet prévention, travail avec la société pour justement, avant d'arriver à cette violence, que cette violence, si on veut qu'elle n'existe plus et qu'elle s'arrête, il y a tout un parcours, tout un travail sur la prévention qui doit se faire, qui n'est pas prévu malheureusement par la loi. Il n'y a pas de prise en charge, ni de mécanisme de prise en charge pour les femmes, par exemple, qui sont violentées au sein de leur famille par le père, le frère ou le cousin, etc. Il n'y a pas de centre d'hébergement, il n'y a pas un système d'allocation. Donc il y a énormément de lacunes et de failles qui font que cette loi, si on veut réellement qu'elle protège la femme et la petite fille aussi, il faudrait justement qu'on refasse tout un travail dans ce sens-là. Rizal Benachir, vous êtes également coordinatrice du projet Femmes partenaires du progrès, une initiative qui concerne plusieurs pays arabes et africains. Quel est l'objectif de ce projet? Alors, ce projet, c'est un projet Femmes partenaires du progrès qui existe depuis le 2017 au Maroc. Et c'est un projet qui est fait en partenariat avec l'Université du Maryland, à Washington, et bien sûr ce projet est financé par MEPI, et ce projet existe dans 3 pays arabes, le Maroc, le Koweït et la Jordanie. Et nous travaillons avec des femmes leaders dans ce projet-là et avec des jeunes justement sur 2 axes que nous avons établis et que nous avons considérés prioritaires. Le premier axe, c'est la promotion de l'égalité et de la citoyenneté, et le deuxième axe, c'est la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Donc, dans le cadre de ce deuxième axe, nous organisons aujourd'hui et demain une rencontre régionale arabe qui parle justement, l'objectif de cette rencontre, c'est qu'il y ait un échange entre ces pays arabes et le Maroc par rapport aux bonnes pratiques, par rapport à l'expertise, par rapport aux lois qui existent dans les pays arabes, et c'est s'enrichir mutuellement et voir comment nous pouvons aussi travailler, converger nos efforts, étant donné que la situation de la femme arabe est un peu pareille dans ces pays arabes. Donc notre objectif, c'est converger nos efforts, échanger et continuer et faire un travail commun justement pour arriver à changer nos lois, à les améliorer si dans le cas des pays où elles existent, ou à mettre en place des lois dans les pays où elles n'existent pas. Rizlan Benachir, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association Jossour, Forum des femmes marocaines. À travers le pays, les associations reçoivent et soutiennent les femmes victimes de violences. C'est le cas à Essaouira, où les centres d'écoute ont reçu plus de 1500 femmes cette année. La société civile conseille et accompagne les victimes et étudie également la possibilité d'utiliser la médiation familiale comme moyen de prévention des différents types de violences. Reportage Younes Sbah, le récit est de Rizlan Taibi. Troubles anxieux, psychiques et cognitifs, dépression, risques suicidaires, blessures, la liste des conséquences de la violence faite aux femmes est longue, ses coûts économiques et sociaux très lourds. Pour les juguler, la médiation entre époux peut jouer un rôle important. Comment intercéder, transcender les rancunes, cautériser les plaies du corps et de l'âme, c'est le but de cette rencontre. Notre association traite 400 cas annuellement, un chiffre inquiétant qui doit alerter sur l'ampleur de ce phénomène. La culture de la paix, de la solidarité peut l'atténuer. La médiation a un rôle important à jouer dans la stabilité de la famille. 1530 femmes ont subi des violences domestiques l'année dernière dans la ville d'Essaouira. 49% des cas sont de nature psychologique.
Il faut d'abord bien comprendre l'origine du conflit familial pour le résoudre. Sans cela, on ne peut pas le désamorcer ou trouver une solution efficiente et durable. La médiation reste cependant une solution secondaire, car pour jouer les intermédiaires, il faut d'abord que la femme violentée puisse sortir de son mutisme. Pour le moment, seuls 6,5% des victimes ont dénoncé ces actes et porté plainte. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des rassemblements ont été organisés aux 4 coins du globe. Partout, les manifestantes ont appelé les gouvernements à prendre des mesures fermes face à la violence visant les femmes. Tour d'horizon de cette mobilisation planétaire avec Salima Benabou. Elles étaient plus de 10 000 dans les rues de Bruxelles à défiler pour dénoncer les violences faites aux femmes. Après un hommage aux victimes assassinées qui s'est tenu dans la gare centrale, le cortège a pris la direction du palais de justice, devant lequel ont été déposées des paires de souliers rouges représentant les victimes de féminicides. Il y a peut-être une prise de conscience, mais en termes d'action politique, c'est très vide. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à marcher et à se mobiliser. Que ce soit physique ou psychologique, qu'elles soient entendues, écoutées et qu'elles trouvent du soutien et des endroits où elles puissent parler. À Paris, les noms de la centaine de victimes cette année en France ont été énumérés sur les pancartes portées à tour de rôle. Pas moins de 50 000 femmes réunies dans la capitale française pour exiger une action nationale de prévention dans un pays où une femme battue meurt tous les 3 jours. La plupart des mesures qui sont proposées, elles sont intéressantes sur le fond. Mais juste, ce sont des mesures qui sont en décalage avec l'enjeu et avec la nécessité avec les moyens nécessaires. Ce sont des mesures techniques, des mesures qui sont législatives pour la plupart. À l'autre bout du monde, à Quito, plusieurs milliers d'Équatoriennes ont également manifesté pour dénoncer un chiffre qui fait froid dans le dos. Une femme meurt en moyenne toutes les 10 minutes dans le monde sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. La tension continue de monter en Irak. 6 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures. À travers le pays, le mouvement de désobéissance civile se poursuit pour réclamer le départ de la classe politique. En 2 mois de mobilisation, plus de 350 personnes ont été tuées. Le mouvement de contestation se poursuit également au Liban. Cela fait 40 jours que les manifestants se rassemblent pour dénoncer les dirigeants politiques. Dans la capitale Beyrouth, des contestataires ont été attaqués par des partisans des partis chiites, Hezbollah et Amal. Plus de développement avec Rizlan Taibi. Ils arborent fièrement le drapeau vert du mouvement Amal du président de la Chambre des députés, le leader chiite Nabih Berri. Les partisans du détachement libanais de résistance n'étaient pas les seuls à attaquer les contestataires. Les pro-Hezbollah ont aussi investi violemment les abords du désormais célèbre pont Ring, surplombant le cœur de la ville, épicentre de la fronde à Beyrouth. Ces incidents sont survenus après une journée de manifestations relativement pacifique dans la capitale, à Tyr et à Tripoli. Il s'agit du pire regain de tension depuis que les groupes fidèles aux 2 partis chiites, poids lourd de la vie politique, avaient détruit le mois dernier le principal campement des manifestants situé place des Martyrs au centre de Beyrouth. Ce matin, la tension n'est pas retombée. Les protestataires ont notamment entravé les routes dans la grande ville du Nord, Tripoli, et dans la région de la Bekaa dans l'Est. Dans un pays habitué aux tractations politiques interminables, les manifestants attendent toujours la formation d'un nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre Saad Hariri le 29 octobre. Ils réclament une équipe de technocrates qui ne serait pas issue du sérail politique traditionnel, accusé de malversation et d'incompétence. Le président Michel Aoun s'est dit par le passé ouvert à un cabinet incluant des représentants de la contestation. Il n'a toujours pas lancé les consultations parlementaires requises par la Constitution pour pouvoir nommer un Premier ministre. Ce nouveau drame de l'immigration en Méditerranée, les corps de 7 personnes ont été retrouvés près de l'île italienne de Lampedusa. Les opérations de sauvetage menées par les gardes-côtes italiens ont néanmoins réussi à sauver près de 150 migrants au large de Lampedusa. Retour au Maroc avec cet accident de la route dans la région d'Ajdir, près d'Al Hoceima. Un autocar a été retrouvé dans un fossé sur la route nationale numéro 16. Le véhicule a percuté 2 voitures. Le bilan est de 26 blessés, dont un dans un état grave. C'est un reportage de Fouad Azzouzi et Mohamed Hajjoub. Le récit est de Salima Benabou. La route est restée fermée une bonne partie de la soirée.
Il est environ 21h la nuit dernière lorsque, pour des raisons encore floues, cet autocar est entré en collision avec une citadine sur ce tronçon en ligne droite de la Nationale 16. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule avant de terminer sa course folle légèrement en contrebas dans le ravin. Plusieurs véhicules de secours sont dépêchés sur les lieux pour porter assistance aux quelques 26 blessés. Nous roulions tranquillement et soudain j'ai entendu et senti le choc. Les passagers autour de moi criaient. J'ai tenté de regarder par la fenêtre pour voir ce qu'il se passait mais je ne comprenais rien. Il me semble que nous avons d'abord percuté une voiture qui était devant nous. J'étais sous le choc. 13 blessés ont été évacués vers l'hôpital d'Imzouren. L'autre moitié a été prise en charge à l'hôpital Mohamed V d'El Hoceima. L'un d'entre eux a été admis en réanimation. Il s'agit du conducteur de la voiture percuté de plein fouet. Il souffre d'un traumatisme crânien et de multiples lésions et se trouve toujours ce soir dans un état critique. Sur les 12 blessés que nous avons pris en charge ici à l'hôpital, un homme est en réanimation. Les 11 autres ont subi des examens complémentaires et ne souffrent d'aucune blessure grave. Aux alentours de 23h, la police était encore sur place pour tenter de déterminer les circonstances de cet accident et réaliser les premières constatations devant servir à l'enquête. Les disparités régionales étaient au cœur de la séance mensuelle des questions adressées au chef du gouvernement à la Chambre des représentants. Devant les députés, Saad-Din Othmani a présenté le bilan de l'action gouvernementale pour développer les zones enclavées dans le cadre de la régionalisation avancée. L'objectif est de réduire les disparités territoriales dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. Reportage Abdelhamid El-Mourabit et Hicham Sunni, le récit est de Sarah Jabri. L'opération Reaya, comité provinciaux de veille et mobilisation de moyens logistiques et humains pour le désenclavement des zones touchées par la vague de froid. Des mesures mises en avant cet après-midi par Saad-Din El-Othmani lors de la séance mensuelle liée à la politique générale du gouvernement. Tous les programmes et stratégies du gouvernement prennent en considération les besoins et attentes des zones enclavées. Le chef du gouvernement a également rappelé, entre autres, les objectifs du programme de réduction des disparités sociales doté d'un budget global de 50 milliards de dirhams. Un programme qui, selon l'opposition, n'a pas encore atteint les objectifs escomptés. Il y a beaucoup de disparités et une répartition inéquitable du PIB. Le gouvernement est aujourd'hui appelé à redoubler d'efforts pour créer un équilibre régional. Le chef du gouvernement a également affirmé que le Maroc a franchi une étape décisive dans la concrétisation de la régionalisation avancée à travers l'adoption et la promulgation de la Charte nationale de déconcentration administrative. La mobilisation se poursuit face à la vague de froid. Un dispositif est mis en place par le ministère de l'Intérieur dans les provinces touchées par la forte baisse des températures. C'est le cas notamment dans la région de l'Haouz où le comité de veille et de suivi met en œuvre les mesures de prévention et de soutien aux populations des zones concernées. Reportage Mohamed Chahima, le récit est de Amina Mkhalq. Dans les zones montagneuses de la province d'El Haouz, impossible de se passer de bois de chauffage en ce moment de l'année. Voilà pourquoi les écoles primaires sont les premières cibles de ce comité de veille. Une réunion consacrée à examiner les mesures proactives pour faire face à la vague de froid, mesures destinées à 16 communes rurales d'El Haouz. L'une de ces mesures est la distribution de bois de chauffage aux écoles des communes visées. Nous avons fourni plus de 130 tonnes à ces établissements. Dans les 72 villages ciblés par ces mesures, tractopelles et déneigeuses sont déjà sur place. Nous avons déployé 15 engins et mobilisé 22 personnes pour faire face à cette vague de froid. L'objectif de ce comité de veille est aussi de prendre en charge et de garantir les soins nécessaires aux personnes vulnérables comme les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Une prise en charge qui va de pair avec les objectifs de l'EAIA, le programme de la tutelle qui vise à garantir les soins de proximité aux habitants des régions montagneuses. Direction à présent Bni Mellal, où de plus en plus d'agriculteurs choisissent l'énergie solaire pour leurs exploitations. Ils installent des systèmes de pompage solaire moins coûteux que les méthodes traditionnelles. Aujourd'hui au Maroc, plus de 30 000 exploitations agricoles sont équipées en panneaux photovoltaïques. C'est un reportage de Sarah Jabri et Ala Dilhamini.
Ce verger d'agrumes est irrigué grâce à l'énergie solaire. Ce sont ces panneaux photovoltaïques qui alimentent les pompes d'irrigation. Un choix qu'a fait Khalid Fakhri, agriculteur dans la région de Beni Mellal. Il a décidé de se tourner vers une solution durable et respectueuse de l'environnement. Avant l'installation de la centrale solaire, je dépensais beaucoup d'argent pour les combustibles comme le gaz butane ou le gasoil. Ce n'est plus le cas depuis 4 ans. En plus d'avoir réduit sa facture énergétique de près de 30%, Khalid Fakhri a pu rentabiliser en 4 ans l'investissement pour l'installation d'une centaine de panneaux photovoltaïques, des équipements pour lesquels il a bénéficié de facilités de financement dans le cadre du plan Maroc Vert. En plus d'un retour sur investissement court à partir de 3 ans, le pompage solaire est aussi très rentable à long terme. En plus, une garantie de 25 ans est accordée sur les performances des panneaux. Le système de pompage solaire est moins sensible aux pannes et facilement réparable. Le fait qu'il soit aussi économique nous a encouragés à investir dans d'autres installations. Si le Maroc dispose d'un gisement solaire important qui s'élève à plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, 30 000 exploitations agricoles seulement sont actuellement équipées en panneaux photovoltaïques, ce qui ne représente que près de 9% des exploitations irriguées. De la musique pour clôturer ce journal, les Bahrainis du groupe Majaz ont ravi le public présent à Rabat pour la soirée de clôture du festival Visa for Music. Une multitude d'instruments pour un style aux influences diverses. Leur fusion musicale est présentée pour la première fois au Maroc dans le cadre de cet événement dédié aux musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Reportage Mehdi Foudi et Hicham Souni. Une fusion progressive de différents styles musicaux et un mélange d'instruments. Le groupe Bahraini Majaz s'est produit devant un parterre de mélomanes lors de la clôture du festival Visa for Music. L'interaction avec le public était au rendez-vous, même s'il s'agit de leur première prestation au Maroc. Nous sommes un groupe indépendant, nous n'avons pas de manager. Notre présence ici au festival Visa for Music nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Avec Jihad au violoncelle, Abdullah à la percussion, accompagné des 2 vocalistes Salah et Hamid à la guitare. Le groupe composé de 4 artistes a été formé en 2013. Il dispose de 2 titres singles et un extended play. Leur participation à Visa for Music est une occasion pour chercher des collaborateurs, puisque leur premier album verra le jour très prochainement. Nous avons pris part à plusieurs festivals dans le monde arabe, mais c'est notre première fois au Maroc. Nous avons pu découvrir plusieurs cultures et styles musicaux grâce à ce salon. Avec la musique africaine, Visa for Music s'assigne comme mission de promouvoir également la musique du Moyen-Orient auprès de l'Europe et le monde entier. Un salon qui a réuni lors de cette 6e édition plus de 1000 professionnels venus de 70 pays, tandis que près de 15 000 spectateurs ont été enchantés par ces diverses créations musicales. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Des rassemblements sont organisés aux 4 coins du globe. Et au Maroc, cette journée est un moment de réflexion sur l'action menée contre toutes les formes de violence visant les femmes. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.